Bonjour à tous et bienvenue dans Express Orient. Au programme cette semaine, l'exode ou la mort. Les Coptes d'Égypte fuient le Sinaï. Le groupe État islamique les a désignés comme cible privilégiée. Nous reviendrons également sur la purge des fonctionnaires en Turquie. Elle se poursuit. Nous verrons comment des professeurs d'université tentent d'y résister. Enfin, nous parlerons art contemporain avec notre invité Sultan Saoud El-Qassimi, passionné d'art et à la tête de la Fondation Barjil. Il est à Paris pour une exposition qui a démarré cette semaine à l'Institut du monde arabe. Le Sinaï se vide de ses Coptes, un exode massif depuis que cette communauté chrétienne estimée à plus de 7 millions de fidèles a été désignée comme cible privilégiée du groupe État islamique. Plusieurs actes violents ont visé les Coptes ces derniers jours. Reportage de nos correspondants à Ismaïlia. Depuis ce week-end, Nabil n'a plus une minute à lui. Dieu merci, vous êtes arrivé en vie. C'est dans son église que se réfugient la plupart des chrétiens qui fuient les violences de l'État islamique dans le Nord Sinaï. Et face à cette situation de crise, Nabil fait ce qu'il peut. On a assez de nourriture pour ceux qui sont déjà là, mais pas pour ceux qui vont arriver. Mais ce qui inquiète surtout ces familles, ce sont les nouvelles menaces de l'État islamique en Égypte qui visent directement les chrétiens. Cette violence, Magda vient de la subir de plein fouet. 3 individus, le visage masqué, sont entrés dans la boutique de mon fils. 2 d'entre eux lui ont tiré dessus, pendant que le 3e surveillait la porte. Après, ils ont jeté sa femme enceinte par terre. Mon fils, c'est lui qui m'a porté mes médicaments, ma nourriture. C'est grâce à lui que je pouvais vivre. Aujourd'hui, il n'y a plus personne pour prendre soin de moi, plus personne pour me soutenir. Pour la rassurer, Magda peut toujours compter sur son frère, même si lui aussi est encore sous le choc. Ils ont tué le fils de ma sœur et ils ont continué à tuer d'autres chrétiens, l'un après l'autre, jusqu'à ce que l'on sente que ça allait être notre tour. Alors on s'est rassemblés et on est partis. Ici à Ismaïlia, des familles coptes continuent d'arriver. Face à l'État islamique dans le Nord Sinaï, elles se sentent totalement démunies, d'autant qu'après 4 ans de combat, l'armée égyptienne n'est pas parvenue à chasser les djihadistes. Ces familles se demandent si elles vont un jour pouvoir rentrer chez elles. On prend à présent la direction de la Turquie où s'est ouvert lundi le procès de 47 personnes soupçonnées d'avoir tenté d'assassiner le président turc Recep Tayyip Erdogan lors du coup d'État manqué du 15 juillet dernier. Une tentative de putsch qui a enclenché une campagne de répression massive, une purge sans précédent. 4500 fonctionnaires ont été limogés ces derniers jours. Au total, 100 000 personnes ont perdu leur emploi. Parmi eux, des milliers de professeurs qui ont décidé de résister. Reportage. Un amphithéâtre en plein air à Ankara, une centaine d'étudiants dans le froid de l'hiver. Pour venir écouter leur professeur, pas le choix, c'est dehors que ça se passe. Cette enseignante en communication a été limogée début janvier pour avoir signé une pétition appelant à la paix entre l'armée turque et la rébellion kurde. Depuis, elle enseigne bénévolement. C'est sa façon à elle de résister. J'ai ressenti de la colère, une colère saine qui m'a fait du bien. Car nous sommes face à un limogeage véritablement injuste, illégal, sans aucun fondement. C'est le signal qu'une liquidation effrayante de toute opposition démocratique ou de gauche va se poursuivre. Comme elle, des milliers de professeurs ont été démis de leurs fonctions au cours des purges qui ont suivi le coup d'État avorté du 15 juillet dernier en Turquie. Encore début février, 330 autres universitaires ont été limogés sans aucune forme de procès. Des rassemblements s'organisent dans le pays, comme ici, à Istanbul. Ils cherchent quasiment à vider les universités. Et nous essayons dans la mesure du possible de lutter, de rendre public, d'observer la légalité de tout cela. Tôt ou tard, nous retournerons dans nos établissements. Ces universités ne sont pas celles de l'AKP, elles appartiennent au peuple. Et dans les rangs des étudiants, le maître mot, c'est la solidarité. On nous a confisqué notre droit à l'éducation, à une formation. C'est un processus effrayant. C'est comme si on versait du béton sur notre école. Mais on continue à avoir confiance en une chose, c'est que nos enseignants vont tous revenir. Notre professeure, Madame Seviley, nous a appris que l'espoir est une pensée politique. Depuis le putsch manqué contre le président Erdogan, 100 000 fonctionnaires ont perdu leur emploi, 43 000 autres personnes ont été emprisonnées.
On passe à l'actualité culturelle de la région en bref et en images. L'Oscar du meilleur film étranger a été décerné au metteur en scène iranien Asghar Farhadi pour son film Le Client. Asghar Farhadi a brillé par son absence. Il ne s'est pas rendu à la cérémonie pour protester contre le décret anti-immigration de Donald Trump et par solidarité avec les personnes interdites d'entrer sur le sol américain. C'est une américano-iranienne première touriste de l'espace qui a lu son discours, un discours très applaudi. Eux n'ont pas pu venir récupérer leur statuette faute de pouvoir entrer sur le territoire américain. Les casques blancs syriens ont également remporté un Oscar pour un documentaire retraçant leur travail. L'un d'entre eux, Khalid Khatib, a passé 3 jours à l'aéroport. Il avait bien un visa américain, mais son passeport n'a pas été accepté. Et enfin, l'émission Arab Idols a choisi sa nouvelle star. Il s'agit du Palestinien Yaqub Shahin. Le jeune homme, originaire de Bethléem, fêtera ses 23 ans la semaine prochaine. Sa prestation pour la finale avait été retransmise en direct en Cisjordanie et a été suivie par des milliers de Palestiniens. Sultan Saoud El-Qassimi est notre invité aujourd'hui. Vous êtes à la tête de la Fondation Barjil. Merci d'être avec nous. Vous êtes également connu pour être activiste, écrivain, très influent, notamment sur les réseaux sociaux. Et vous êtes à Paris en ce moment pour une exposition à l'Institut du monde arabe, 100 chefs-d'œuvre d'art moderne et contemporain arabe. Et ce sera jusqu'au 2 juillet prochain. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, première question, quel est le but de votre Fondation Barjil ? Alors, le but de la Fondation, c'est de présenter le monde arabe une nouvelle image, une image qui, on ne peut pas le voir sur la télé, sur la nouvelle, une image de peintre, une image de beauté. Une image de peintre et d'art, j'imagine. Oui. Alors, parlez-nous un petit peu de cette exposition à l'Institut du monde arabe. Les œuvres sont très différentes, mais lorsqu'elles sont alignées, elles représentent quelque chose. Comment s'articule-t-elle cette Alors, elles représentent 22 pays. Mais c'est difficile de trouver une seule chose qui est similaire, qu'on peut trouver dans chaque pays. Alors, l'histoire, c'est différent entre les pays de Levant, les pays de Maghreb, les pays de Golfe, c'est tout différent. Et est-ce que ces œuvres racontent une histoire en commun? Est-ce qu'il y a une histoire commune lorsqu'on voit toutes ces œuvres? Peut-être ça dépend sur l'exposition. Alors, cette exposition-là, c'est de peintres modernes et peintres contemporains. Alors, c'est différent. Il y en a des artistes de Golfe, comme artistes d'Arabie Saoudite, artistes de Maghreb. L'histoire de le pays, c'est différent. Mais je crois que l'âme, le futur, peut-être, c'est similaire. Alors, est-ce que ces œuvres reflètent systématiquement les obstacles du monde arabe? Est-ce que lorsqu'on est un artiste palestinien, syrien ou irakien, on ne peut pas finalement se détacher du quotidien? Oui, il y a par exemple, je vous donne un exemple. Il y a un exemple d'un artiste, Nadia Ayari, elle vient de Tunisie. Elle parle, par exemple, de migration. Il y a un autre artiste qui s'appelle Manar Doyan, elle vient d'Arabie Saoudite. Elle parle de droits de femmes. Il y a des personnes qui parlent de droits d'hommes. C'est pas une seule chose qui nous présente dans cette exposition. Alors, vous êtes un grand passionné d'art avec votre propre collection. D'où vous vient cette passion? De Paris. Moi, j'habitais à Paris de 1994 jusqu'à 1998. Alors, j'ai resté ici pour 4 ans. Je me suis découvert l'art ici à Paris. J'ai visité plusieurs musées. Alors, Paris, c'est la cause. C'est la grâce de Paris, je peux dire. Alors, quelle est l'œuvre que vous préférez dans cette exposition? C'est une question difficile, mais votre propre sensibilité, quelle est l'œuvre préférée pour vous? Dans cette exposition? Dans cette exposition. Alors, il y en a 2. Il y a le peintre de l'affiche. C'est par un artiste qui s'appelle Marwan. Il est syrien. Il est mort maintenant il y a 4 ou 5 ans, 5 mois. Alors, peut-être ça c'est un des meilleurs objets d'art pour moi. Et pourquoi? Parce qu'il est venu en Europe il y a 55 ans, il était seul, il était sans famille, on peut le voir ici. C'est un artiste qui est tellement un artiste, pour moi, je crois. C'est une chose subjective. C'est pour ça qu'on invite toutes les personnes à aller faire cette exposition à l'Institut du monde arabe à Paris. Ce sera jusqu'au 2 juillet prochain. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et justement, on se quitte sur ces images de l'exposition 100 chefs-d'œuvre de l'art moderne et contemporain arabe. Je le répète, c'est à l'Institut du monde arabe à Paris et c'est jusqu'au 2 juillet prochain. C'est la fin d'Express Orient. La formation continue sur France 24.